qui est chercheur postdoctoral à l'IRA. Ses travaux en histoire politique et intellectuelle de l'Acadie portent notamment sur l'histoire de la jeunesse, des mouvements sociaux et des transformations idéologiques. Et la conférence sera faite également par Julien Massicotte, qui est professeur de sociologie à l'Université d'Edmundston, campus d'Edmundston. Il s'intéresse à l'histoire des idées et aux transformations sociales en Acadie. Il est également président de l'Association des professeurs et professeurs de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Alors, il nous présente leur livre qui vient d'être publié, intitulé « Au temps de la révolution acadienne, les marxistes-léninistes en Acadie ». Merci Corina. Merci à toute l'équipe de l'Institut d'études acadiennes de l'invitation et merci à vous de vous avoir déplacé pour participer à cette conférence. Je vous explique un peu le déroulement de l'activité. À tour de rôle, moi et Julien, on va vous entretenir sur quelques aspects abordés dans le livre. En gros, moi, je vais traiter de la question de l'itinéraire des militantes et militants de gauche en Acadie qui en viennent à adhérer au marxisme-léniniste et ensuite, Julien prendra la relève pour traiter de la seconde partie, c'est-à-dire le moment marxiste-léniniste en Acadie. Et je profite aussi de l'occasion pour dire que la librairie acadienne a aimablement accepté de se déplacer et pour celles et ceux que ça intéresse et qui n'ont pas déjà acheté le livre pourront se le procurer à la fin de la conférence. Alors, merci. Sans plus tarder, je vais me lancer parce que j'ai beaucoup de choses à dire et pas beaucoup de temps. Alors, comme je l'ai dit, moi, je m'intéresse à l'itinéraire des militants et militants de gauche qui, au fil de rencontres, de lectures, d'un certain réseau de sociabilité, en sont venus à se radicaliser et à adhérer au marxisme-léninisme. Dans une perspective d'histoire intellectuelle, comment et pourquoi les gens en viennent à adhérer au marxisme-léninisme en Acadie. Alors, le panorama que je vais dresser sera forcément lapidaire. Le livre contient les nuances, mais je vais insister sur l'une des transitions majeures de l'époque, c'est-à-dire le passage d'un programme économique d'abord réformiste, qui va ensuite passer à un programme marxiste-léniniste, après qu'on aura critiqué point par point chacune des composantes du programme réformiste des militants de l'époque. Quelques éléments de contexte. L'Acadie, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, n'est pas en reste de la montée du keynesianisme et des vagues de rationalisation, d'urbanisation et d'industrialisation qui l'accompagnent. La compétitivité qui vient avec la modernisation des moyens de production va toucher plusieurs secteurs économiques qui va affecter l'économie acadienne. Je vous donne quelques chiffres rapidement. De 1941 à 1961, le nombre de fermes au Nouveau-Brunswick va diminuer de 42%. Dans l'industrie de la pêche et du trappage, le nombre de travailleuses et de travailleuses va diminuer de 37% entre 1951 et 1961. Et les travailleuses et travailleurs d'usine ne sont pas en reste. En 1970, on annonce presque simultanément 1400 mises à pied. Tous ces facteurs-là vont affecter les conditions de vie d'hommes et de femmes qui, incapables de se trouver un second emploi durant la saison morte de leur occupation primaire, vont devoir se rabattre encore davantage sur le taux de chômage. D'ailleurs, à l'époque, le taux de chômage au nord-est du Nouveau-Brunswick, qui est une région à forte démographie acadienne, va être à peu près toujours 2 fois plus élevé que celui de la moyenne nationale et osciller passer en fait de 12,1% à aller jusqu'à atteindre 19,5% de chômage. Il y a un haut taux d'assistés sociaux à l'époque, 31% de la moyenne provinciale, donc près du tiers qui se trouve au nord-est du Nouveau-Brunswick. Dans certaines localités comme Tracadie, il y a 35% d'assistés sociaux. Avec un haut taux de chômage, ça dresse déjà un portrait des conditions précaires dans lesquelles peuvent vivre certaines communautés acadiennes. Alors là, je vais, des passages sur les conditions de vie des assistés sociaux. En gros, ce qui résume assez bien ces conditions de vie, c'est le titre d'un documentaire de Projet Réseau, de la misère en masse. On est à l'époque à percevoir un phénomène de pauvreté généralisée. On a des bûcherons, des pêcheurs qui sont éreintés, qui vivent avec d'incessantes courbatures, des travailleurs d'usine qui s'empoisonnent au plomb, on est à décrier ce qu'on appelait à l'époque les salaires de famine, autour de la grève de la Cirtex, que vous connaissez peut-être. On avait souligné le fait qu'il y a des gens qui retiraient de l'assurance chômage qui gagnaient davantage que les travailleuses et les travailleurs de l'usine de textile. On a des assistés sociaux qui manquent de fonds pour se nourrir, se loger, s'habiller convenablement, qui vivent dans l'insalubrité, la précarité, bref, qui
sont exposés à de multiples maladies lorsqu'ils ne succombent pas à l'envie de se suicider. Ce contexte-là, c'est un contexte réel, mais qui est aussi beaucoup perçu par les militantes et militants de gauche qui vont se radicaliser. C'est dans ce contexte-là qu'ils baignent. Alors, à l'époque, bon, les manifestations sont à la mode, la contestation est palpable, elle est dans l'air, et les grands leitmotifs du moment sera d'organiser la cité et d'informer les défavorisés. Alors, là, ici, j'ai une liste de quelques organisations qui seront créées à la fin des années 60, au cours des années 70. C'est pas exhaustif, mais c'est un peu pour illustrer. Là, et il y en aurait davantage. À l'époque, on avait les programmes d'initiatives locaux, subventionnés par le secrétariat d'État, où il y a une pléthore de groupes d'assistance aux chômeuses et chômeurs et d'assistés sociaux qui seront créés. Alors voilà pour ça. Autre élément de contexte important, c'est à l'époque l'affirmation des idées de la décolonisation. Fin 60, début 70. Cette idée d'une convergence entre la question économique et nationale en Acadie. On est à lire Frantz Fanon, Albert Memmi, Jacques Berck, pour nommer ceux-là. Ici, je reprends les conclusions de la thèse de doctorat d'Alain Even, qui est un sociologue qui sera très influent chez les militantes et militants de l'époque, et qui arrive grosso modo à cette conclusion que l'Acadienne et l'Acadien sont défavorisés en raison de leur statut socio-culturel, sur le plan linguistique. La grande conclusion, elle est citée ici, au Nouveau-Brunswick, qui va dire qu'être pauvre, c'est un peu être francophone. Alors, de cette convergence entre la question nationale et économique, le grand mot d'ordre, ce sera de libérer l'Acadie. Il faut émanciper l'Acadie. Il y a plusieurs acteurs et mouvements qui vont porter ces idéaux-là. Ici, j'ai illustré le Front de libération de l'Acadie, qui, en gros, a été un groupe de vandalisme qui aura placardé des affiches là, avec l'acronyme FLA pour revendiquer aux autorités gouvernementales de remplacer les affiches unilingues anglaises par des affiches francophones. Je remercie l'archiviste Christine Dupuis de nous avoir partagé cette photo-là. Les photos des FLA sont assez rares. Mais pour ceux que ça intéresse, encore une fois, on présente le groupe dans notre livre. Autre caractéristique de la période, on est à vivre une crise de l'autorité en Acadie. Je ne remonterai pas au déluge en vous exposant, en remontant au ralliement de la jeunesse acadienne et bon, ainsi de suite, mais l'injustice qui est vécue par les défavorisés à l'époque, perçue par les militantes et les militants, vont entraîner une critique large de toute institution et de figures d'autorité en Acadie. Alors, pour illustrer ça, ici, j'ai mis deux périodiques contre-culturels, la Patte verte de l'Université de Moncton et le Chameau briquelé du Collège de Bathurst. Et je n'ai pas de citation ici pour vous. Il y en a dans le livre, toutes plus croustillantes les unes que les autres, mais tout y passe. C'est la critique des 5 P, parents, professeurs, prêtres, politiciens, police. Et on va aussi insister sur une critique. Un mot là-dessus ici. Je n'ai pas le temps de passer en détail la manifestation à la polyvalente de Tracadie, où on va coincé dans un local de l'école, le ministre de l'Éducation et son sous-ministre. Sans revenir là, sur les détails de cette contestation-là, c'est une belle illustration qui montre que, d'une part, on a une jeunesse qui revendique la démocratisation de la parole, qui veut un renversement de l'échelle de pouvoir, d'une échelle verticale à une ligne horizontale, plus démocratique, égalitaire et progressiste. Et de l'autre côté, ici, on avait la commission scolaire et la direction de l'école qui veut garder sa mainmise sur le pouvoir. Et de part et d'autre, on sera à se tirer la couverture comme ça. Donc, cette volonté de démocratiser la prise de parole, cette critique de l'autorité des lieux traditionnels de pouvoir, cette volonté d'assister les défavorisés sera notamment incarnée dans une figure à l'époque qui se nomme André Dumont, un enseignant à Petit Rocher qui sera le père intellectuel du Parti acadien et de la province acadienne. André Dumont, dès 1967, aux États généraux du Canada français, revendiquait la province acadienne, mais encore davantage, il revendiquait une présence plus accrue des Acadiennes et des Acadiens dans l'enceinte politique, comme lieu à investir pour changer la donne. Et d'ailleurs, étant d'avis que les partis traditionnels ne permettraient pas de faire ça, il va revendiquer, dès les années 60, la création d'un parti pour les francophones. Alors, André Dumont va rallier des gens autour de lui, notamment en 1970, il participe à une élection provinciale. Les succès relatifs obtenus par Dumont le conduisent à rallier des gens comme Euclide Chiasson, par exemple. Et ces gens-là, coup sur coup, se présentent aux assemblées générales de la Société nationale des Acadiens et vont remettre en question
la figure d'autorité de la SNA, c'est-à-dire remettre en question le pouvoir détenu par cette association-là, et adopteront la résolution suivante qui dit « Attendu que la prétention de la SNA de présenter la population constitue une usurpation de pouvoir contraire aux plus élémentaires principes démocratiques et qui devient alors un genre d'autocratie réprouvable, nous déclarons que la SNA ne représente pas la population francophone du Nouveau-Brunswick et n'a pas le droit de parler en son nom. » À la suite de cette résolution-là, adoptée par le groupe qui noyote autour d'André Dumont et de Euclide Chiasson, ces militantes et militants-là vont annoncer la création du Mouvement acadien d'Action populaire, qui ultimement va donner d'une part naissance au Parti acadien et de l'autre à la Revue L'Acadien, le périodique de gauche en Acadie. Alors, je passe outre le programme du Parti acadien, je vais vous le résumer plutôt. Alors, en gros, à l'époque, ce qui sera proposé pour répondre à ce contexte d'injustice perçue, c'est les idées de la décolonisation, l'idée qu'il y a convergence entre la question nationale et les disparités économiques. Aussi l'animation sociale, hein, l'idée qu'il faut agir auprès des défavorisés, les habiliter politiquement, les organiser pour qu'ils puissent se prendre en main et aussi s'investir dans leur communauté. Ce qui m'amène à parler du prochain point, c'est la question du développement régional. À l'époque, les autorités gouvernementales insistaient sur l'industrialisation dans les milieux urbains, afin d'encourager en quelque sorte une exode des milieux ruraux vers les centres urbains. Et ça, pour les militants de l'époque, c'était néfaste. En fait, ils étaient persuadés que l'éthique de travail des pêcheurs, des bûcherons dans les communautés, l'histoire de ces familles qui sont très enracinées dans leur communauté, qui ont des grandes familles, qui ne peuvent pas nécessairement aisément se déplacer dans les centres urbains, ça va ne faire que créer une ghettoisation, s'ils vont dans les villes. Ça va créer des ghettos de chômeuses et de chômeurs, ils ne pourront pas s'adapter aux nouvelles conditions de travail. Alors la solution, c'est d'encourager le développement régional. Et l'une des façons de faire ça, ce serait notamment en développant des coopératives de crédit, de vente et d'achat. En somme, le programme du Parti acadien, de la Revue L'Acadien, qui sera aussi suivi par les conseils régionaux d'aménagement, c'est un programme initialement réformiste. On s'accommode de l'État, hein, on veut collaborer avec l'État, y participer pour le changer, le réformer de l'intérieur. Donc, on accepte de jouer le jeu de la démocratie initialement. La création de l'Acadien du Parti acadien va aussi s'accompagner d'un certain réseau de sociabilité. J'en retiens 3 pour mon propos. D'une part, l'Agence de presse libre de l'Acadie, qui va se lier à l'Agence de presse libre du Québec, et par cette liaison-là, sera exposé à un réseau de publications underground, de mouvements de libération en Tunisie, au Brésil, et d'une pléthore d'autres groupes de gauche en Amérique latine, et ainsi de suite. L'Agence de presse libre du Québec comme réseau en soi aussi, qui imprime le bulletin populaire, et qui, à compter de 1974, va imprimer l'Acadien. Et il est assez apparent qu'il y a une convergence idéologique entre le bulletin populaire et la Revue L'Acadien. Je vais y revenir dans un moment. Et enfin, Acadie-Chili, Québec-Chili, à la suite du coup d'État orchestré contre le gouvernement de Salvador Allende en 1973, on va créer des mouvements de solidarité. Et notamment, il y aura une figure comme Jean-Marie Jutras, un père au bloc, qui va sillonner le Nouveau-Brunswick avec des réfugiés du Chili et qui vont nettement influencer la réflexion des militantes et militants de gauche en Acadie. Alors, l'un des aspects qui va commencer à prendre de l'ampleur dès la création du Parti acadien, c'est la prédominance des questions économiques. D'ailleurs, même Pierre Poulain, qui a été le premier président de la SANB, créé en 1973, va dire qu'il se sent très mal à l'aise d'aller dans des communautés acadiennes et leur parler de langue et de culture, alors qu'à l'évidence, ce qu'ils ont besoin, c'est de se nourrir et de se loger. Alors, on met l'emphase sur les questions économiques. On est dans les réseaux de sociabilité que j'ai décrits. On est aussi à lire le petit livre rouge de Mao Tse-tung, la propagande marxiste, communiste en général commence à circuler, les travaux de Lénine aussi. Et l'une des grandes conclusions qui sera tirée de ce réseau-là, c'est qu'au final, les analyses qui ont été faites, là je cite Bernard Gauvin, hein, qui est membre du Parti acadien, figure de proue aussi du mouvement 68, mais qui arrive à la conclusion suivante que les analyses qui ont été faites jusqu'à ce jour accordent trop d'importance à la dimension ethnique. On est de plus en plus convaincus que le problème fondamental des Acadiennes et des Acadiens, ce n'est pas une question de langue et de culture, mais c'est lié à leur situation de classe sociale. Hein? Donc, finalement, qui se retrouvent dans l'ensemble de la classe ouvrière. Et l'autre
donc Gauvin poursuit en nous disant « On aurait tort ainsi de fractionner l'unité prolétaire. Les travailleuses et travailleurs anglophones comme les francophones vivent les mêmes disparités. Alors, il ne faut pas les séparer, il faut les réunir dans un seul mouvement pour qu'ensemble, ils luttent contre l'ennemi qui serait plutôt le système capitaliste et pas nécessairement le méchant anglophone. Alors ça, c'est une première leçon qui fait en sorte que la question nationale devient une contradiction secondaire par rapport aux enjeux réels. Les enjeux réels, c'est la lutte contre le capitalisme, la lutte des classes. Et à partir du moment où les militantes et militants vont adopter cette posture-là, on va passer à l'affirmation socialiste. Le Parti acadien et la Revue L'Acadien vont se déclarer socialistes, mettre au rencard la question nationale. L'idée de créer une province acadienne qui était présente en germe dès les débuts du Parti acadien sont complètement mises de côté. Comme on l'écrit ici, on dit « On voit la nécessité de s'attaquer de prime abord à l'exploitation de la classe ouvrière et de participer auprès des ouvriers à la reconstruction d'une société nouvelle et socialiste. » L'Acadien va faire de même, mais ce qui est très intéressant, c'est que le bulletin populaire avait fait la même chose quelques mois auparavant, ce qui sera suivi par l'Acadien et le Parti acadien. On voit que là, il y a encore là un réseau d'influence qui se sera créé entre l'Agence de presse libre et les militantes et militants en Acadie. Ensuite arrive, la réflexion se poursuit, ce qu'on pourrait nommer les grandes leçons chiliennes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un réseau de sociabilité qui s'établit avec des militantes et militants du Chili qui vont beaucoup influencer la réflexion de gauche en Acadie. La première grande leçon, c'est le coup d'État contre Salvador Allende. Les militantes et militants qui regardent ça commencent à croire que même si on arrivait à élire un gouvernement socialiste, on n'arrivera pas à apporter de changement. Inévitablement, il sera renversé par un coup d'État. Alors, la démocratie, c'est peut-être moins la voie à considérer. Ça ouvre ici la porte un peu à l'idée d'une révolution, peut-être inévitable. Autre leçon, qui sera apportée notamment à un colloque à Fredericton en 1974 sur le développement régional. Alors, dans ce colloque-là, encore une fois, Jean-Marie Jutras est là avec ses Chiliennes et Chiliens et arrive à la grande conclusion, en fait, les Chiliennes et Chiliens parlent de développement régional, puis on dit, qu'est-ce que vous faites là? Le développement régional, ça ne s'attaque pas aux problèmes qui créent de toutes pièces vos disparités. Le problème, c'est le système capitaliste, les impérialismes américains et soviétiques. En faisant du développement régional, vous ne faites qu'éponger vos maux plutôt que de vous attaquer à la source du problème. Alors là, la question de l'animation sociale et du développement régional commence à être contestée. Et d'ailleurs, ça va affecter la réflexion aussi sur le développement des coopératives. Je cite un extrait de la thèse de maîtrise de Monique Gauvin, qui est l'une de ces militantes à l'époque à noyauter autour du socialisme, et qui arrive à la grande conclusion que même si le Parti acadien rêve d'un projet coopératif aux couleurs antigonichiennes, inévitablement, avec l'accumulation de capitaux, la bureaucratisation va suivre et éventuellement, les coopératives vont demeurer engouffrées dans le système capitaliste. D'ailleurs, les coopératives ne servent qu'une minorité de personnes, les membres. Alors, c'est inadéquat pour répondre à la situation des défavorisés dans leur ensemble. C'est la critique qu'ils vont formuler ici. En somme, tous ces éléments-là, que sont point par point à critiquer les militantes et militants de gauche qui vont se radicaliser vers le marxisme-léninisme, s'en prend au réformisme de façon générale. Et ça, ce sera explicite dans un atelier en 1976, encore une fois avec la présence de plusieurs militants d'Amérique latine, qui aura lieu à Bathurst, où on arrive à la grande conclusion que les organisations réformistes, et je cite, sont des organisations bourgeoises qui étouffent la lutte contre le système capitaliste. Donc les réformistes, ce n'est plus la lutte. À la suite de cette résolution adoptée à Bathurst, un groupe de militantes et de militants à Moncton ont créé un cercle d'études d'orientation marxiste-léniniste et vont entreprendre d'étudier sérieusement ce qu'on appelait à l'époque la science maoïste, l'idée que finalement, il faudrait, par la révolution, instaurer par la dictature du prolétariat, ériger une république socialiste au Canada, qui éventuellement se lierait des autres républiques de par le monde pour mettre sur pied un monde communiste. Et suivant cette réflexion-là, l'idée qu'il ne faut pas donc séparer l'unité prolétaire, qu'il faut unir les différents groupes de gauche, arrêter de fractionner les éléments militants, les membres vont faire harakiri et mettre la revue L'Acadien à mort. On va critiquer
critiqué le périodique d'être réformiste, de ne pas rejoindre les prolétaires, d'être un périodique petit bourgeois, ce sont les mots qu'on emploie à l'époque. Et cette même critique, peu de temps après, sera suivie par le Parti acadien, qui, quelques jours avant son congrès de 1977, les militantes et militants marxistes-léninistes, maintenant affirmés, vont présenter un document qui s'intitule « Le Parti acadien ou le socialisme ». Et là, encore une fois, on revient sur la même critique. Le Parti acadien est un parti réformiste, petit bourgeois, qui fractionne l'unité prolétaire. Toutes les forces de gauche devraient se rallier dans une seule organisation d'avant-garde, et conclut dans ce document-là, par l'appel en avant pour la construction d'un parti communiste. Vive le marxisme-léninisme. Après avoir soumis cette résolution-là, percevant que les autres membres du parti, finalement, ne semblent pas emboîter le pas dans la même direction qu'eux, ils vont quitter le parti en claquant la porte. Ce qui va créer le schisme dans le Parti acadien. Les membres marxistes-léninistes vont joindre la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada. Et de l'autre côté, ce qui va rester dans le Parti acadien à l'époque, c'est les nationalistes. Les socialistes modérés avaient déjà quitté le parti, notamment par la montée d'un certain sectarisme et dogmatisme qui semblait omniprésent dans le parti, qui empêchait la discussion avec les militants marxistes-léninistes affirmés. Donc, ayant le champ libre, au congrès de 1977, ils mettent à l'avant de la plateforme électorale l'idée de créer une province acadienne. Je vais ajouter, ce qui est intéressant aussi ici, c'est que, encore une fois, la décision qui est prise par l'Acadien en 1976 faisait suite à une décision prise par le Bulletin populaire, qui, quelques mois avant, avait revendiqué la dissolution du Bulletin populaire et les ralliements des forces de gauche dans un seul parti d'avant-garde. Et ces militantes et militants-là vont joindre la Ligue. Le Parti acadien, la revue L'Acadien va faire de même, et les militantes et militants du Parti acadien aussi vont faire de même, ce qui montre encore une fois un point de rencontre entre les militantes et militants de gauche de l'Agence de presse libre du Québec et en Acadie. Alors, en gros, là, je m'excuserai d'avoir parlé rapidement et couvert ces grandes transitions-là, mais on en arrive au moment du marxisme-léninisme en Acadie, l'Acadie rouge. Et c'est ça. Je passerai maintenant la parole à Julie, qui va vous entretenir sur l'itinéraire maintenant marxiste. On change de place. Malheureusement ou heureusement, je n'ai pas de PowerPoint. Donc, vous allez devoir utiliser votre imagination, vos conseils. Quand je parle, vous imaginez des dessins d'images. Ça va rendre la présentation plus interactive. Dans le fond, ce que Philippe vient de nous présenter, c'est un peu les conditions d'émergence du marxisme-léninisme en Acadie. Les grandes conditions d'émergence qui rendent possible un phénomène comme celui-là dans notre petite région, l'Acadie-des-Maritimes, disons ça comme ça. Situation économique déplorable, difficile, qui date, on ne fera pas l'histoire longue, Philippe en a parlé, mais ça dure depuis longtemps, ça frappe les communautés. C'est souvent, quand on s'intéresse à la pauvreté à l'époque, il y a un tabou autour de ça. Il y a un tabou, il y a une difficulté à mettre des mots, à exprimer cette misère humaine-là de manière cohérente, la dénoncer, la dire pour tenter de la transformer. C'est certainement une des conditions d'émergence pour les idéologies et les mouvements marxistes en Acadie. La venue également d'idéologies contestataires en Acadie. Philippe a parlé de la crise d'autorité en Acadie. Bon, vous connaissez tous l'histoire des années 60, 70. Les contestations qui ont eu lieu ici, c'est un souvenir qu'on évoque souvent. Philippe a parlé de la montée du Parti acadien, du néo-nationalisme, qui était aussi une forme d'idéologie contestataire. Le néo-nationalisme, le néo-avant-nationalisme sert à distinguer cette forme de nationalisme-là du nationalisme des églises, des curés,
des conventions nationales acadiennes qui étaient jugées comme étant des idéologies un peu dépassées, un peu en arrière de ce qui se produisait à l'époque. Ça aussi, c'est une condition d'émergence. Tout ça mis ensemble fait en sorte que, bon, à partir du schisme, là où on est rendu dans la présentation, on voit apparaître vraiment des individus, des groupuscules qui tentent de s'organiser, de mettre en place des conditions vers le changement social, vers l'action collective. On peut dire quand même qu'il y a une double influence. Philippe a aussi parlé de l'internationalisme, qui est certainement une condition, une influence notable. Les mouvements marxistes, à l'époque, apparaissent en Acadie, mais il faut bien le dire, c'est un phénomène justement qui est international, on en retrouve partout. Je sais d'expérience, quand, à une certaine époque, j'étais jeune étudiant de sociologie, puis je m'intéressais à des vieux travaux, quand on regarde les études, les travaux en sociologie de la période des années 60-70, on tombe sur beaucoup de travaux marxistes. C'était très fréquent à l'époque, les bibliothèques en sont encore pleines. Des travaux qui sont peut-être moins lus aujourd'hui. Ça parle de comment le marxisme était un phénomène à l'époque international. C'est normal qu'il y ait des répercussions et qu'il y ait une présence ici en Acadie. Deux influences, donc, je dirais l'influence venant du Québec et l'influence peut-être secondaire des mouvements contestataires dans les maritimes anglophones. Dans le sens où, du côté francophone, il y a au Québec ce qu'on va appeler la Ligue communiste du Canada, qui va devenir le PCO, le Parti communiste ouvrier, qui va avoir une influence sur le militantisme en Acadie. Ou encore un autre groupe, le groupe En Lutte. Ces groupes-là, PCO, le groupe En Lutte, vont publier des périodiques, La Forge En Lutte, je vais y revenir dans 2 minutes, qui vont circuler en Acadie, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, qui vont être lus par des militants. Et, il va y avoir une influence. De l'autre côté, du côté anglophone, on a au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, des groupes un peu plus à gauche que le NPD, par exemple, qui s'identifient mal au NPD parce que leurs positions idéologiques sont plus à gauche. On a le mouvement Waffle, plus à gauche que le NPD. On a des mouvements comme le East Coast Socialist Movement, le Halifax Socialist Group, le Labour Research and Support Center. Des organisations comme ça qui se mettent en place, qui apparaissent dans ces années-là et qui vont stimuler la réflexion socialiste ou communiste, propager ces idées-là un peu partout. Évidemment, ça va avoir une influence ça, sur les militants ML, les militants marxistes-léninistes, en Acadie. D'après les recherches qu'on a faites, moi et Philippe, on a tendance à constater que l'influence du Parti communiste ouvrier a peut-être été plus importante quand on prend du recul. La Forge est la publication donc, qui est la plus distribuée, publication communiste, on s'entend. À l'époque, on va retrouver cette publication-là à différents endroits, publics, les gares, librairies, lors de manifestations, on va distribuer les exemplaires de La Forge, qui prend la forme d'un journal. Publication En Lutte, on la retrouve aussi, juste pour à peu près aux mêmes endroits, dans les débits d'alcool, dans certaines librairies, les endroits publics, à l'université pendant un certain temps aussi. Ces publications-là, pour vous donner une idée, là, pour chaque édition, il y a entre 250 et 300 exemplaires qui circulent. La Forge, un peu plus qu'en lutte. D'après les chiffres qu'on a trouvés, pour ce qui est de La Forge, il y a autour de 300 exemplaires qui circulent par édition. En lutte, autour de 250-270. Donc, ça vous donne une idée. Là. On parle de militantistes marxistes. C'était quand même des groupes, des groupuscules qui étaient très
restreint, là, et la circulation de ces publications-là font foi. Philippe a parlé du schisme entre le Parti acadien et le mouvement militant marxiste-léniniste. Bon, je ne ferai pas ici l'historique du Parti acadien, la fermeture de la revue La Cahier, mais ce qui se déroule par la suite est teinté quand même de ces sentiments d'animosité, cette rancune, ce ressentiment qui existe entre deux groupes qui, au départ, collaboraient, partageaient un certain nombre de valeurs, étaient engagés autour de certains enjeux communs. Bon, je ne vous apprendrai rien, là. Quiconque s'est intéressé plus de 5 minutes au marxisme, on sait tous comment le marxisme, habituellement, considère l'enjeu national des idéologies nationalistes, peu importe que ce soit le nationalisme d'ancienne garde, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ou que ce soit le nationalisme, le néo-nationalisme. Dans une perspective marxiste, le nationalisme, c'est quoi? Ben, c'est une idéologie petite bourgeoise, comme le disait Philippe. C'est une idéologie qui défend le statu quo, qui défend les intérêts de l'État, qui défend les intérêts de la bourgeoisie et qui est incompatible avec une lutte des classes véritable, une lutte des classes authentiques et une vision de la société qui prétend avoir les intérêts économiques des classes les plus défavorisées à cœur. On ne peut pas défendre la nation si on a à cœur, le sort des plus démunis, des classes ouvrières. Donc, c'était la perspective qui circulait à l'époque. Donc, évidemment, dans cette optique-là, les groupes militants, les publications que j'ai évoquées tout à l'heure, vont parler de l'enjeu national. Je vous dirais que cet enjeu-là est quand même central, à notre sens, pour comprendre aussi la fin de l'histoire, la fin du film là, que je suis en train de vous présenter un peu, c'est-à-dire le déclin, la chute des mouvements marxistes-léninistes en Acadie. C'est-à-dire qu'on est à une époque, justement, où le néo-nationalisme circule beaucoup, et plus largement que ça. Hein, on parle du Parti acadien, on parle du néo-nationalisme, et on a parfois l'impression, en parlant de ces mouvances-là, qu'il s'agit là, le Parti acadien, bon. Il s'agissait là aussi quand même de petits groupes. Hein, quand on y pense avec le recul, c'était quand même marginal. Là. Mais l'enjeu linguistique, l'enjeu néo-nationaliste plus large, la défense des intérêts acadiens, ça, c'était quand même présent au sein de la société. C'était quand même un phénomène, un enjeu, une préoccupation qui était répandue. C'est-à-dire, puis la même préoccupation aujourd'hui circule largement, c'est-à-dire que, je n'ai pas besoin de vous rappeler, là, les débats les plus récents là-dessus, pratiquement à chaque semaine ou à chaque mois, il y a quelque chose qui surgit dans l'actualité pour nous rappeler qu'on est minoritaire, pour nous rappeler que le statut de notre langue, le statut des minorités francophones au pays, pas juste au Canada, est précaire. Les mouvements marxistes-léninistes, dans leur adhésion à une idéologie globale concernant l'enjeu ou la question nationale, de dire ben cet enjeu-là est secondaire, se retrouvaient dans une drôle de situation. Quand on regarde la situation, l'histoire avec le recul, on se rend compte qu'il était peinturé peut-être dans un endroit qui ressemble à un coin. Au sens où on se trouve dans une communauté, dans une collectivité où l'enjeu linguistique, l'enjeu national est omniprésent. On tente de convaincre les gens, la population, en leur disant « ben oui, mais regardez, là, vous êtes démunis, vous êtes en situation de précarité économique. On ne peut pas vraiment se préoccuper des enjeux linguistiques, des enjeux nationaux. » Ce qu'on regarde, ce qu'on remarque plutôt quand on observe la forge, quand on observe En lutte, dans les articles, il y a quelques articles quand même qui sont publiés dans ces publications-là qui concernent la situation acadienne. C'est intéressant comment on traite soit la question nationale ou encore plus directement le Parti acadien. Je vous dirais qu'il y a des différences qualitatives là, sur lesquelles on pourrait se perdre, là, mais je pense que ce n'est pas tellement important pour le propos ici.
dans le sens où bon, la Forge est peut-être plus sévère dans son évaluation du néonationalisme, en lutte un peu moins. Ce qu'on trouve dans la lutte, par exemple, c'est qu'on va dire, ah ben, l'Acadie, dans le fond, hein, on interprète la situation acadienne dans un contexte de une lecture, disons, du colonialisme mondial. On va dire, ah ben, l'Acadie, c'est une minorité, dans le même sens où d'autres sociétés font face à des enjeux coloniaux un peu partout dans le monde. Une certaine forme de domination. Il n'y a pas beaucoup de sympathie pour le néo-nationalisme dans ces publications-là. Bon, je rappelle le schisme, hein, ces sentiments-là sont encore à vif et on voit dans le néo-nationalisme peut-être un ennemi qui tente d'aller chercher l'adhésion de la population. Bref, on va poursuivre les efforts en tentant de marquer la présence des militants marxistes-léninistes au sein de différents organismes. Je passe vite quand même, mais je vous dirais que ce sont des catégories générales d'organismes où on va retrouver ces militants-là, l'implication de ces militants-là, notamment les syndicats. L'Union des pêcheurs des maritimes, ça a été sans doute l'organisation syndicale où il y a eu plus d'activités en ce sens-là. Ça a été le cas dans d'autres milieux. Bon, dans l'ouvrage, on passe quand même pas mal de temps là, à étudier ce phénomène-là. À l'Université de Moncton, j'en ai dit 2 mots. Hein, il y avait du communisme à l'Université de Moncton, c'était présent. Bon, Philippe a montré là, quelques... C'était pas des revues étudiantes que tu as montré tantôt. Oui, mais du début des années 70. Ouais. Là, c'est plus le cercle Normand-Betsun. Oui, c'est ça. Donc, il y avait une présence au sein des milieux étudiants, les publications circulaient, il y avait du militantisme, il y avait la propagande qui se faisait. On était présent à ce moment-là. On était présent lors des événements aussi nationalistes, même si bon, les ML avaient claqué la porte au sein du PA. Lors de la Convention nationale d'orientation acadienne de 1979 qui a eu lieu à Edmundston, il y a une présence communiste. Hein. Il s'agit juste de lire le livre de Léon Thériault, La question du pouvoir en Acadie, qui est publié peu de temps après. Hein. Il y a quelques pages où il en parle de cette présence-là. Puis bon, on lit Thériault puis on devine assez rapidement là, c'est quoi sa lecture de la situation, son interprétation de la chose. Les ML sont présents également au sein de la SANMI, notamment des conseils régionaux, le conseil Petit Kodiak, notamment les conseils régionaux où il y a une présence militante et où on tente d'influencer et d'orienter les prises de position, les discussions, etc., etc. Finalement, une autre plateforme qui est utilisée par les militants, c'est celle de la politique plus conventionnelle, c'est-à-dire qu'on va voir des candidats se présenter lors d'élections fédérales et provinciales, les élections fédérales de 1980, les élections provinciales, non, je me trompe, non, j'ai raison finalement. Les élections fédérales de 1980, les élections provinciales de 1982. Donc, il y a des candidats communistes qui se présentent. Évidemment, il n'y a personne qui se raconte d'histoire. Hein. Ces candidats-là vont chercher, dans le meilleur des cas, quelques dizaines de votes. Mais l'idée, c'est vraiment de servir de cette tribune-là, de cette plateforme-là, pour répandre les idées, les enjeux, les valeurs communistes, et tenter de convaincre, de rallier les gens. Bon, je vais parler des 2 élections du début des années 80. Ça marque le début des années 80. Encore une fois, je fais référence à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça marque la fin je dirais d'une certaine époque, hein, d'une grande influence marxiste un peu partout sur la planète. Pour bien des militants, on prend pleinement conscience à ce moment-là des torts et des travers des régimes communistes un peu partout dans le monde. Hein. C'est quand même l'époque de l'archipel du Goulag. Hein. On est conscient désormais des dérives des régimes totalitaires. Ça devient de plus en plus difficile à justifier. Il y a une perte de légitimité au sein de ces mouvements-là. D'une part, sur la scène internationale. Sur le plan des mouvements sociaux, comme tels, bon,
connaissez peut-être certains travaux de sociologues qui sont penchés là-dessus. Dans le livre, on parle par exemple des travaux d'Alberto Minucci, grand sociologue italien, ou d'Alain Touraine, par exemple, qui, à cette époque-là, puis durant leur carrière en général, ces deux sociologues-là ont un peu suivi le parcours qu'on a évoqué, c'est-à-dire le parcours du militantisme de gauche, d'extrême gauche, ont étudié ces mouvements-là. Alain Touraine parle des mouvements sociaux dès les années 60, au début de sa carrière. Dans les années 80, ben, on remarque chez ces deux penseurs-là, particulièrement chez Minucci, l'arrivée de nouveaux mouvements sociaux. L'expression nouveaux mouvements sociaux apparaît dans les travaux de ces chercheurs-là pour évoquer justement l'apparition de mouvements qui vont à l'encontre de ce qui existe alors, c'est-à-dire des mouvements comme les mouvements marxistes-léninistes qui sont très structurés, organisés en termes idéologiques. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dénoncé après coup, il y a eu beaucoup de sorties dans les années 80-90, on a dénoncé le dogmatisme dans ces mouvements-là, de dire, bon, mais il n'y avait pas de possibilité de discussion, d'écart, de prise de position, il fallait penser en ligne droite avec le mouvement. Là, on se rend compte avec les nouveaux mouvements sociaux que, bon, les mouvements environnementaux qui émergent. Il existait avant les mouvements environnementaux, mais je dirais que les années 80, l'enjeu du nucléaire, ça prend son importance. Les mouvements féministes, on n'en a pas parlé beaucoup, mais il y avait... Ça, c'est un enjeu qui revient chez les marxistes. On aborde la question féministe, mais on dit, ben oui, le sort des femmes, la condition des femmes, c'est très important, puis bon, on est sensible à ça. Il y a un double discours là-dedans. On est sensible à ça, mais en même temps, on dit, ouais, ben ça, c'est comme la question nationale. Oui, c'est vrai, il y a des enjeux qui peuvent être importants, mais on réglera ça plus tard. Là, tout de suite, c'est la révolution. Là, tout de suite, c'est le capitalisme. Là, tout de suite, c'est la bourgeoisie qui compte. Féminisme, les femmes, tantôt, plus tard. On parle des mouvements LGBTQ aujourd'hui. Ces mouvements-là, les mouvements sociaux, je ne dis pas qu'ils apparaissent dans les années 80, ils apparaissent bien avant ça, mais ils prennent plus de place dans les années 80. Le discours marxiste n'est pas capable de traiter de manière fluide ces nouveaux enjeux-là qui apparaissent. Donc, les nouveaux mouvements sociaux sont des mouvements parallèles qui existent et qui rallient pas mal plus de monde parce que leur discours est, c'est propre de ces mouvements-là, est centré sur un enjeu spécifique. Les marxistes, qu'est-ce qu'ils veulent régler? Tout régler. Ils veulent régler l'ensemble du sort de la société. Qu'est-ce qu'un marxiste veut faire? La révolution. C'est pas rien, la révolution. Mouvement LGBTQ, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bien, améliorer le sort des communautés homosexuelles autour d'enjeux spécifiques. Qu'est-ce que veulent faire les environnementalistes? Bien, améliorer la condition environnementale, tout simplement, autour de différents enjeux, oui, mais on se limite quand même à ça. Donc, vous voyez, il y a une fluidité. Je veux dire, aujourd'hui, on parle d'intersectionnalité. C'est un terme qui est apparu au début des années 90 et qui circule beaucoup dans les mouvements sociaux, dans les mouvements militants. C'est-à-dire, l'intersectionnalité, c'est de mettre un par-dessus l'autre les différents enjeux puis de dire, bon, ben, il y a des liens qui existent entre différentes conditions. Oui, on peut être de classe ouvrière, mais on peut être une femme lesbienne de classe ouvrière, noire. Ça, c'est l'intersectionnalité. Il y a différents types d'exploitation, de discrimination et d'enjeux qui sont superposés. Le terme n'existait pas à l'époque et dans la réflexion, clairement, marxiste, ça ne faisait pas partie. Tout ce qui comptait, c'était la révolution. Donc, évidemment, quand ces nouveaux enjeux-là, ces nouveaux mouvements-là prennent de plus en plus d'importance, ça correspond ou ça participe au déclin du marxisme-léninisme qui propose, dans le fond, un programme qui cadre mal avec la réalité de l'époque, du début des années 80. Les premières années des années 80, 82, on voit toutes sortes d'événements. On voit le terme progressiste apparaître davantage. On voit différentes organisations, différentes conférences. Le bulletin progressiste acadien, j'aurais aimé vous en amener des copies, j'en ai dans mon bureau, j'ai oublié, malheureusement.
qui est une publication qui a duré quelque temps. Publication de gauche, mais qui ressemble davantage à l'environnement social et politique des années 80. C'est-à-dire que là, on va proposer une lecture de la situation autour de différents enjeux. Et on met de côté, disons, le dogmatisme ou la pensée rigide des mouvements ML. Puis, ce qui devait arriver arriva. En 1982, le mouvement en lutte au Québec prend fin. Meurt de sa belle mort. En 1983, le même sort attend le PCO, Parti communiste ouvrier. Ces mouvements-là, donc, étaient structurants pour le militantisme acadien. Ce qu'on va constater, c'est qu'il y a de nombreux militants qui vont se... Bon, j'ai parlé du mouvement environnemental tout à l'heure, vont se recycler dans d'autres mouvements et vont quand même... Ce qui est intéressant, c'est qu'on va conserver, je pense, l'essentiel, c'est-à-dire les enjeux sociaux, mais on va les traduire dans des mouvements, dans des organisations militantes qui sont plus adaptées au nouveau contexte des années 80, puis jusqu'à aujourd'hui, finalement. Bon, j'imagine qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Là. Je vais quand même dire un mot sur la conclusion de l'ouvrage, puis ce qui nous a animés au départ. Ce qu'on met en conclusion, dans le fond, c'était les questions qu'on se posait au départ. Pourquoi on ne parle jamais de ces phénomènes-là aujourd'hui? On est deux historiens de formation. On est deux historiens en plus. On a à peu près la même maladie ou la même manie, c'est qu'on fait une historiographie. On s'est tous les deux intéressés aux écrits des historiens. Donc, par la force des choses, on est pas mal au courant de ce qui a été publié sur cette période-là, sur différents sujets. On connaît les écrits des historiens. Et on a remarqué qu'il n'y a pas grand-chose qui existe dans l'historiographie. Bon, ça, c'est une bonne trouvaille. Ça nous donne le prétexte d'écrire un livre dans ce temps-là. Hein. S'il n'existe rien, ça veut dire qu'il y a un livre à écrire. Mais en même temps, on se disait, pourquoi on ne parle jamais de ces phénomènes-là? On savait que ça existait. On savait que c'était présent. Puis le constat qu'on fait, puis c'est un peu une question ouverte là, que je lance quand même, c'est au sein de la mémoire collective, au sein de l'historiographie d'une part, mais bon, vous savez, hein, ce que les scientifiques, ce que les chercheurs font de leur côté, c'est pas nécessairement complètement déconnecté de l'ensemble de la société d'où ils proviennent. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est jamais penché là-dessus? Et pourquoi l'histoire de la gauche, dans son ensemble, là, c'est sûr que ça, c'est un exemple peut-être un peu plus spécifique, mais pourquoi on ne parle jamais des enjeux de la gauche? Pourquoi, au sein de la mémoire collective acadienne, la gauche n'occupe pas plus de place qu'elle en occupe présentement? Puis ça nous ramène à ce que Philippe présentait à la fin de sa partie, c'est-à-dire le schisme entre le néo-nationalisme d'une part, les enjeux, si on veut agrandir le prisme, hein, je l'ai fait un peu, c'est-à-dire les enjeux linguistiques et politico-linguistiques d'une part, et les enjeux socio-économiques et de gauche d'un autre côté. C'est un peu comme si en Acadie, les enjeux nationaux, par la force des choses, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, la précarité linguistique, etc., le fait qu'on soit une minorité nationale, ont fait en sorte que l'histoire de la gauche, on la connaît mal. Dans l'histoire des idées, la compréhension qu'on a des engagements du militantisme de gauche de cette période-là, il me semble que c'est un univers qui demeure à explorer. C'est un univers qui demande à être exploré. On n'a pas fini, je pense, d'identifier différentes mouvances qui existaient à l'époque, qui sont prononcées, qui sont engagées pour faire avancer la société acadienne, mais en empruntant une autre voie, un autre chemin que celui auquel on est habitué finalement. Moi, je pense qu'il y a des voies de recherche qui sont intéressantes, qui attendent qu'on s'y intéresse. Je pense aussi que ça peut nous permettre, non pas, puis je suis loin là, de vouloir proposer de ressusciter le débat nation versus enjeux sociaux. C'est pas ce que je veux faire. Moi, je pense qu'il y a de la place pour une compréhension plus riche de la réalité acadienne, du passé et du présent. C'est sûr que là, on fait l'histoire aujourd'hui, mais c'est pas l'histoire qui est tellement lointaine quand même. Je pense que d'enrichir le portrait qu'on se fait du passé acadien va être bénéfique à tout le monde. Puis ça veut dire de voir comment il y a eu des engagements au sein de la gauche militante et quelle tournure ces engagements-là ont pris,
quelle forme ces engagements-là ont pris. Je pense qu'on peut arriver à une compréhension encore plus riche de la société acadienne. Merci. Alors, on va ouvrir la période de questions. Nous avons 10 minutes environ. Merci.